Un samouraï est un guerrier qui ne dit jamais aïe. Va te faire foutre, Pichou. Et donc, l'épisode se poursuit avec le grand suspense de l'épisode 2. Est-ce que Zia et l'autre fille, dont j'arrive toujours pas à me souvenir du nom, vont crever étouffés dans le grand condor sous l'eau? Eh ben non, parce que Esteban appelle le soleil, donc tout s'arrange. Je suis pas contre le fait que vous vouliez faire du suspense. C'est bien de vouloir faire du suspense, mais du suspense qu'on voit pas un tout petit peu venir, ce serait cool. Parce que là, c'était tellement forcé. Ah, le soleil est bouché par des nuages. Et oh mon Dieu, est-ce que ces filles vont s'en sortir? Bien sûr qu'elles vont s'en sortir. Esteban peut appeler le soleil. Il n'y a pas de problème alors. Voilà, il appelle le soleil, elle s'en sort, elle se barre, voilà, wouh! En moment de suspense, vous m'avez vraiment tenu sur mon siège, là! Et donc, ouais, alors qu'il récupère le grand condor, il n'oublie pas que le miroir, le bouclier miroir dont ils ont besoin, sera montré spécifiquement demain. Dans pas très longtemps, donc le temps presse pour aller le récupérer dans le temple de je sais plus comment ça s'appelle, c'est quoi cet endroit, ils le disent, Izumo, voilà, Izumo. Donc ils doivent se rendre à Izumo pour avoir le bouclier, et donc ils vont peut-être être un peu obligés de laisser Mendoza et les autres à leur sort un petit moment. Pendant ce temps-là, on a un passage où donc Gaspard réalise que les enfants sont là et donc il y a un peu plus de danger pour le commandant Shimazu. Shimazu qui au passage était une vraie personne qui a réellement existé, donc c'est bien de reprendre un peu des figures qui ont réellement existé dans l'histoire, hein, comme on le voit dans un document à la fin de la vidéo. Et ouais, ça sert pas à grand chose en fait puisqu'il arrivera trop tard et ça sert surtout à le montrer, faire le guignol, faire le balourd. Et il était un peu balourd dans la saison 1, c'était une de ses caractéristiques, mais c'est comme pour Tao et Sancho et Pedro, c'est-à-dire que on les exacerbe ces traits guignolesques, parce que c'est pour les enfants, et ouais, c'est comme d'hab quelque chose qui me gêne un peu et qui rabaisse les personnages, surtout Tao et Gaspard un peu, parce que j'aimais bien Gaspard au bout d'un moment, et si vous allez le résumer grossièrement qu'à ça, c'est le balourd qui fait toujours le guignol sans faire exprès, ben ça va vite s'user. D'autant plus que oui, apparemment vous en avez absolument rien à foutre de Gomez, hein, vous allez rien dire à ce moment-là, j'ai l'impression. Peut-être que je me trompe à nouveau, hein, il le dira peut-être dans un épisode futur, mais j'ai un peu peur que ce soit ça quand même, que Gomez soit totalement oublié et qu'on n'ait plus rien à foutre de lui. Enfin bon, hein, peut-être que je me trompe, j'espère me tromper à ce niveau-là. Donc ouais, avant de partir, il y a quand même Esteban qui dit on va essayer de donner un peu d'espoir à Mendoza et aux autres en survolant le coin, en leur disant qu'on est là et qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, qu'ils essaieront de les aider. Seulement, à ce moment-là, ils sont tous en train de bosser sur la nef d'Ambrosius. Ambrosius donc, qui précise un peu que la raison pour laquelle son moteur a explosé, c'est parce qu'il y a de la poussière volcanique qui s'est pris dedans. Alors à nouveau, j'ai pas dû voir ça, j'ai peut-être cligné de l'œil à un moment donné, mais ouais, c'est logique hein, par rapport à ce qui s'est passé. Ça me fait un petit peu bizarre que ça ne soit pas trop arrivé quand une tempête de sable s'est déclenchée. Par contre, la poudre volcanique, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus grave. Hein, là, ça a carrément détruit un moteur. Voilà. Mais bon, c'est un détail. Vous savez quoi, je me plains pour pas grand-chose. C'est tout à fait compréhensible et vraisemblable. Hein, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc ouais, on fait travailler aussi Mendoza, Sancho et Pedro à remettre un peu la nef sur pied, un peu comme des forçats, et donc l'avertissement qu'Ambrosius a donné à Shimazu, apparemment ça menait à rien de particulier, puisqu'ils sont surveillés comme ils le seraient normalement, ok. Et tout ça pour pas grand chose, en fait c'est histoire de dire à tout le monde doit être là à cet instant précis, parce que c'est à ce moment précis que Esteban, qui pilote le Grand Condor, passe par-dessus et essaye de les délivrer en y allant brut de décoffrage, vas-y que je fonce dans le tas avec mon Grand Condor, et ça parvient à effrayer un petit peu les soldats du coin et donc à faire en sorte que Mendoza et compagnie se barrent, dont Ambrosius qui a l'air un peu réticent à l'idée parce qu'il était parti sur quelque chose d'un peu différent et ce plan-là fait en sorte qu'il ne puisse pas trop récupérer sa nef, donc il le prend pas très bien mais il suit un peu le mouvement.
Et malgré tout, ils peuvent pas rejoindre le Grand Condor avec ça, parce qu'il y a les soldats et tout. Ça parvient quand même à les faire se barrer dans les bois. Et Esteban, qui tient absolument à les aider, se voit un peu contraint de ne pas pouvoir le faire, parce que Tao lui dit non mais attends, si on tarde trop, on ne pourra plus voir le bouclier miroir pendant plus d'un an, parce que besoin scénaristique. Ça reste vachement forcé quand même ce truc là pour moi. Ouais, comme par hasard, ce bouclier miroir n'est montré au public qu'une fois par an. Et il faut que ce soit pile poil dans un temps ric-rac. Enfin bon, c'est un petit peu forcé pour que Esteban soit obligé de suivre un petit peu ce qui prime le plus pour l'instant, c'est-à-dire trouver le miroir et laisser Mendoza et compagnie se débrouiller un peu eux-mêmes. Donc il y va à contre-cœur en montrant un peu de rancune envers Tao et Zia, qui essaye de lui faire comprendre que c'était la meilleure chose à faire. Et c'était un comportement tout à fait compréhensible de sa part, surtout après qu'il a perdu son père. On sent qu'il n'avait pas envie de perdre d'autres personnes chères pour lui. Donc il y avait un truc un peu logique par rapport à ça. Ce que j'aurais reproché, c'est à nouveau un petit problème avec le personnage de Tao. Hein, pour changer. Je trouve un peu trop exalté à l'idée de « Ah, on va enfin voir le bouclier miroir, on va découvrir de nouvelles choses sur mon peuple !» Ouais... T'as quand même laissé 4 amis à toi. Enfin, il y en a un, tu sais pas que c'est pas ton ami, mais tu penses que c'est ton ami quand même. Et derrière, tu devrais pas être un petit peu plus maussade, peut-être un peu content quand même de découvrir le peuple de lui, mais pas aussi exalté, de dire « Oh, ouais, je suis trop content, hein, je pense pas aux autres !» C'est ce genre de petits détails qui me gênent, vraiment. C'est le genre d'inconsidération qu'il n'avait pas dans la saison 1. Quand le père de Zia est mort, il avait une vraie empathie pour elle. Il devrait avoir un peu d'empathie pour les gens qu'ils ont dû laisser derrière, et pas être tout joie, tout bonheur, etc. Je sais pas, il y a un problème de dosage. Je veux bien qu'il soit content, mais ça aurait été cool qu'il le soit de façon moins exaltée que ça. C'est le genre de truc qui me gêne un petit peu, mais ça fait partie des nombreux points qui me gênent autour des Tao dans ces 2 dernières saisons. Donc, ouais... il se passe donc 2 petites choses en parallèle, et c'est un truc que j'apprécie bien, c'est-à-dire que on va faire se dérouler les différentes intrigues à 2 endroits différents et éloignés. Il y a donc la petite ville dans laquelle se trouve Mendoza et compagnie, où ils doivent échapper aux soldats, et à côté il y aura nos enfants qui seront à, je sais plus trop, le temple en question, où ils devront trouver le bouclier miroir. Donc on suivra 2 intrigues à 2 endroits vraiment éloignés. Donc c'est cool de faire ça. C'est un truc qui me plaît, ça n'a pas été vu très souvent, et donc c'est bien de partir sur quelque chose de ce genre-là. Ça me plaît. Donc ouais, ce qui se passe du côté de Mendoza et compagnie, c'est qu'il y a une petite dispute entre eux et Ambrosius, parce qu'ils partaient du principe que Ambrosius pouvait les laisser tomber plus tard. Donc ouais, Mendoza est toujours très soupçonneux envers Ambrosius, ce qui est logique, j'ai envie de dire, surtout après la façon dont il s'est comporté dans les 2 derniers épisodes. Je trouve ça dingue que pas plus de personnes ne soient soupçonneuses envers Ambrosius. Mais Ambrosius essaye de noyer un peu le poisson en jouant les appâts, en disant « Ouais, je vais les attirer, vous pourrez vous enfuir et rejoindre le navire portugais pour vous aider ». Sachant que je ne sais pas exactement ce qu'il compte faire. Il compte le piquer, parce que la dernière fois qu'ils se sont rendus sur le navire portugais et qu'ils ont demandé un peu asile, ils n'ont pas pu avoir droit à ça. Donc ce qu'il compte faire, c'est piquer le navire. Oui, à ce moment-là, il n'y a pas particulièrement besoin qu'il soit portugais, hein. Vous piquez n'importe quel navire et puis au revoir. Hein. Je dis ça, j'ai rien. Mais bon, Ambrosius fait double jeu parce qu'en se barrant, en fait, il se rend directement aux soldats pour faire un peu amende honorable, leur dire « Ah, c'est pas ma faute, on m'a un peu forcé à m'enfuir », ce qui est vrai, dans l'absolu, et dénoncer un peu les autres pour se débarrasser d'eux. À nouveau, j'espère qu'ils vont essayer de goupiller ça de façon à ce que on soupçonne pas direct Ambrosius, on sache pas directement qu'Ambrosius est quelqu'un de pas gentil, et même si c'était déjà très, très moyennement géré à la fin de la saison 2, j'espère que vous gérerez un petit peu mieux. Parce que ouais, c'est un truc, j'aimerais vraiment que ça dure un certain temps et que ça se découvre vraiment qu'à la fin, que vers la fin de cette saison, pour qu'on fasse bien durer cette espèce d'ambiance très, très particulière au sein du groupe. Là, si on découvre très vite qu'Ambrosius est en fait un traître à qui on peut pas faire confiance,
par la suite des aventures, ça va pas être, ça va gâcher un petit peu ce que vous avez amené de façon un peu forcée à la fin de la saison 2 et qui était intéressant sur le principe et que vous n'aurez pas pris la peine de vraiment étayer. Donc j'espère que vous le ferez pas. J'espère que vous trouverez un moyen pas trop forcé de faire en sorte qu'Ambrosius soit encore dans la confidence de nos héros après. Vous voyez, cela étant donc, pendant que tout ça se passe, il y a nos enfants qui sont à Izumo, si je me rappelle bien du nom à nouveau. Et alors il y a un truc que j'ai trouvé très con, que j'ai vraiment pas compris, je vous cache pas. C'est-à-dire que l'entrée du temple pour voir le bouclier miroir sacré, tout ça, est gardée de façon à ce qu'on ne puisse pas y entrer avec des armes. Il faut y entrer en étant pacifique. Et Esteban, Zia et Tao se disent « Ah, ça va être problématique, on va pas pouvoir entrer comme ça puisque tout le monde est gardé. » Et non. Alors, je sais que Esteban devrait avoir une petite dague sur lui, comme on l'a vu dans la saison 1. Enfin, peut-être qu'il pourrait avoir des petites armes sur eux, mais il pourrait facilement les ranger dans leur grand condor ou un truc comme ça, et se rendre, et donc il ne serait pas vu comme hostile, et il pourrait voir le bouclier. Et puis, honnêtement, c'est en partant du principe qu'ils ont des armes sur eux, parce que on les voit pas vraiment avec des armes au fil de la saison 2, donc... Voilà, c'est quoi ce truc? J'ai vraiment pas compris cette espèce de délire comme quoi, ah, on va se faire choper, on peut pas passer par l'entrée principale. Alors que la seule chose qui a l'air d'être vérifiée à l'entrée principale, c'est si oui ou non on a des armes, si oui ou non on est pacifique. Vous êtes pacifique, les gars! Mais pourquoi vous passez par un chemin dérobé pour entrer en douce? C'est n'importe quoi! C'est complètement con ça, c'est quoi ce délire? Ouais, il y a un passage où ils essayent de traverser la rivière en passant sur un tronc d'arbre. Un moyen très simple qui se voit assez facilement et je trouve ça dingue qu'apparemment personne d'autre ne pensait à ça. Mais bon, c'est un arbre quand même assez précaire et étant donné que Esteban a le vertige, c'est lui qui passe en dernier, évidemment... Très logique, hein, on voit la considération de nos autres personnages par rapport à ça. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a le vertige, je le ferai pas passer en dernier. Je le ferai sans doute passer en deuxième, histoire qu'il se rende compte qu'il n'y a pas trop de danger vu que le premier arrive à passer, et que le dernier puisse le surveiller de façon à ce que voilà, son vertige ne prenne pas trop le pas et qu'on puisse l'épauler de derrière, vous voyez. Non, ça c'est le genre de considération de base que je trouve dommage de ne pas voir là-dedans chez nos trois personnages. Maintenant qu'ils se connaissent, ils savent qu'Esteban a le vertige. Voilà, il est plus censé l'avoir dans la saison 1, mais bon, maintenant, depuis la saison 2, il a de nouveau le vertige, ok, très bien. Mais si vous savez qu'il a le vertige, vous devriez avoir cette petite considération de penser à lui et de le surveiller un petit peu. Là, vous le laissez derrière. Je trouve ça très dommageable sur le principe. Et bien entendu, ce qui doit arriver arrive, alors que Tao et Zia passent sans problème. L'arbre cède alors qu'Esteban est dessus, et ainsi il est pris dans les rapides de la rivière en dessous, et le suspense cliffhanger. Cliffhanger à tous les épisodes, c'est parti. Je pensais qu'il se calmerait peut-être là-dessus, mais en fait non, il va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on va avoir droit à un cliffhanger tout le temps, c'est ça? Sauf à chaque conclusion d'arc, on va avoir droit à un putain de cliffhanger putassier à la con pour ça. Alors, je me doute bien qu'il va être sauvé d'une façon ou d'une autre, Stéphane, et c'est pas non plus un cliffhanger mauvais sur le principe, mais... Ouais, ça perd en signification quand vous foutez ça tout le temps comme ça. Je vous jure, ça n'a plus aucune signification quand chaque épisode, vous foutez un cliffhanger de ce genre-là, je vous jure. Enfin bref, c'était un épisode correct. Il y avait de bonnes idées, de bonnes relations entre personnages à certains moments. L'atmosphère de suspicion entre Mendoza et Ambrosius était cool. Bon, hein, les personnages lourdeaux sont bien lourdeaux comme il faut. Il y a un moment avec Pedro qui se prend une flèche dans le bras qui était affligeant, mais bon, hein, on est habitué, hein, qu'est-ce que vous voulez. Hein. De toute façon, chaque fois que je les vois, ces yeux-là, je me dis, c'est bon, c'est pas la peine, ça va me faire chier. Hein, mais bon, hein, on fait avec, Et voilà, donc on fait avec pas mal
de trucs un petit peu guignolesques, lourdeaux. Il y a quelques moments de personnages un petit peu insultants, je trouve. Mais en dehors de ça, ça allait. L'histoire progressait de façon tout à fait acceptable. Il y avait quelques moments d'action, suspense, qui étaient pas mal. Donc j'ai apprécié ça et voilà, ça poursuit bien cette intrigue qui a été lancée dans cet arc. Et je suis content de voir que pour l'instant, en tout cas, en dehors de Gaspard qui va être le méchant guignol de service, on s'est un peu calmé sur le côté guignol des méchants de passage. Nos méchants de passage, c'est-à-dire nos soldats et le seigneur Shimazu, sont traités de façon plus sérieuse que les méchants de passage de la saison 2 pour l'instant. Et ça, c'est un truc que je trouve sympathique. Ça change. Merci beaucoup de faire ça. En attendant, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 4. Bye.